Ça devrait être bon. Normalement, je pense que vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous donner une petite confirmation à l'écrit? Très bien, super. Merci beaucoup. Ajustement technique réalisé. Eh bien, bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à la conformité RGPD des dispositifs d'alerte professionnelle. Et je suis aujourd'hui accompagné de Flora. Et je te laisse te présenter, Flora. Bonjour, alors je suis avocate, responsable du pôle conformité et compliance au sein du cabinet As Avocat. Donc j'accompagne les entreprises en matière de compliance, donc tant sur des sujets relatifs à la protection des données que sur l'IA, sur la cybersécurité et aussi sur les sujets tels que la loi Sapin 2 et la LCBFT. Donc effectivement, aujourd'hui, on va avec Benjamin vous présenter en fait un sujet qui est assez complexe, qui est la question de la conformité des alertes professionnelles avec le RGPD. Alors, bon nombre d'entreprises disposent aujourd'hui d'un dispositif d'alerte interne. Ces dispositifs, ils sont parfois mis en place pour répondre à des obligations légales, parfois pas, parfois elles sont non obligatoires. Quelle que soit l'origine de la mise en place d'un tel dispositif, il faut que ce dispositif d'alerte soit conforme au RGPD. Donc, il faudra effectivement s'assurer à la fois de la conformité du dispositif avec les obligations auxquelles vous répondez, par exemple en matière de loi Sapin 2, mais aussi il faut s'assurer également que le dispositif répond aux obligations relatives à la protection des données. Alors, la CNIL a en fait publié une norme de droit souple, un référentiel sur ce sujet que je vous invite à consulter, qui donne des recommandations, des indications sur la façon dont on doit mettre en conformité ces dispositifs d'alerte. La CNIL, vous le savez, je pense, elle a une possibilité de contrôler les organismes qui mettent en place ce type de dispositif. Et donc, en cas de non-conformité, il peut y avoir des sanctions pécuniaires qui peuvent être assez élevées, avec un maximum de 4% du chiffre d'affaires, mais aussi non pécuniaires, avec potentiellement, si la sanction est publique, il peut y avoir une atteinte à la réputation, à l'image importante. Donc, il faut faire attention à ça. Au niveau des risques juridiques, il y a aussi la possibilité pour les personnes qui sont visées dans les alertes de mettre en œuvre des recours juridictionnels et donc en cas de dommages, quand elles subissent des dommages moraux par exemple du fait de l'existence de cette alerte. Il y a aussi un risque pénal parce qu'il existe dans le code pénal des dispositions qui ressemblent à celles qui sont dans le RGPD et qui prévoient des sanctions, notamment des peines d'emprisonnement ou des amendes. Donc l'idée, c'est en fait de s'assurer, de vous donner des conseils, des recommandations pour vous assurer que votre dispositif est vraiment conforme aux grands principes et obligations posées par le RGPD. Alors juste un rappel et puis ensuite on expliquera aussi en quoi est-ce que disposer d'un module tel que WITIC est utile en fait à la mise en œuvre et donc facilite en fait la conformité RGPD. Rapidement, à quoi est-ce qu'on s'intéresse dans le cadre de ce webinaire? Donc c'est d'abord aux données à caractère personnel et plus précisément au traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire à toutes les informations qui sont rattachables à un individu. Donc, le RGPD ne s'applique pas, par exemple, aux sociétés, uniquement aux individus. Donc, toutes les informations qui sont contenues dans les alertes, donc les informations qui sont déposées par la personne qui souhaite en fait émettre une alerte, et ensuite, donc ce document-là, l'entièreté du document est un traitement de données à caractère personnel qui doit être conforme au RGPD, et ensuite toutes les collectes qui suivent donc ce dépôt d'alerte pour traiter, analyser l'alerte qui a été effectuée. Donc ça peut être divers, ça peut être des collectes sur l'ordinateur, sur la messagerie du salarié qui est mis en cause par exemple, sur le téléphone, sur toute cette collecte-là de données, et aussi s'il y a une enquête interne et un rapport d'enquête, tout cela constitue des traitements à caractère personnel, et c'est à ça en fait auquel on s'intéresse aujourd'hui et dont il faut vérifier la conformité au RGPD. D'autant plus qu'il peut y avoir des données sensibles effectivement. Exactement. Dans le cadre de ces alertes-là, on y reviendra, mais tout à fait, exactement. C'est vrai que c'est effectivement un traitement qui est sensible, et c'est ce pourquoi d'ailleurs la CNIL s'est positionnée là-dessus. Il a fait ce référentiel. Exactement. Donc, l'objectif général du RGPD, c'est bien en fait de poser un cadre en fait à ces traitements de données à caractère personnel, et notamment donc au dispositif d'alerte interne et de gestion d'alerte interne. Donc, elle indique effectivement quel type de données on peut traiter, quelle information délivrer, comment donner accès aux informations, etc. aux personnes concernées. Et il y a un principe cardinal du RGPD qui s'appelle le principe d'accountability ou de responsabilisation, qui impose aux organismes de tracer
vérifier leur conformité, de garder des traces écrites, de documenter leur conformité. Et donc, c'est vrai qu'il est plutôt pratique de disposer d'un module tel que Wittig pour, en fait, c'est une manière de centraliser les informations et ça va faciliter, en fait, la preuve en cas de contrôle CNIL, par exemple, que l'on a bien respecté ses obligations RGPD. Donc, je ne sais pas, peut-être Benjamin, tu veux nous faire une présentation pour montrer effectivement l'outil dans l'ensemble. L'idée, comme l'a dit Flora, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble des informations concernant l'alerte et son instruction et son traitement et sa clôture au sein d'un même endroit. Et justement, alors, je vais partager mon écran, normalement, vous le voyez. Et l'idée, effectivement, c'est que dans Wittig, on est un outil de gestion de la conformité au sens large, mais on a un module dédié aux dispositifs d'alerte. Et vous le voyez actuellement à l'écran, vous trouvez par exemple différentes alertes qui sont actuellement traitées, enfin du moins renseignées sur ce module-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une interface qui permet non seulement bien de saisir l'alerte côté lanceur d'alerte ou même côté référent en interne si on a reçu par exemple l'alerte via un canal papier ou un autre canal. Par exemple, je reçois l'alerte par courrier ou par mail, et bien je vais pouvoir aller dans Wittig et saisir l'alerte ici, juste là, en cliquant sur nouvelle alerte. Là, c'est vraiment le ou la référente qui va saisir l'alerte au nom du lanceur d'alerte. C'est une manière de faire. Ou alors, surtout, l'idée, c'est qu'avec Wittig, on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des formulaires de collecte qui vont là, justement, directement atteindre le ou la lanceuse ou lanceur d'alerte pour justement collecter l'information directement à la source, entre guillemets. C'est-à-dire que dans Wittig, vous avez tout un paramétrage qui vous permet de créer ce qu'on appelle les formulaires de collecte, qu'on retrouve notamment dans la section dispositif d'alerte. Alors là, je les ai créés, je vous passe l'aspect paramétrage, mais dès lors que le formulaire est prêt, on peut générer un lien Internet, un lien public, un lien URL. Ce lien, on va le mettre à disposition des personnes. Les gens vont pouvoir la recopier ou cliquer dessus et vont être directement redirigés vers une page alors qui est totalement paramétrable, configurable en termes de couleur, de charte graphique, de logo. La personne va atterrir sur cet écran et va cliquer sur Nouvelle déclaration. Et là, elle va vraiment atterrir sur cet espace qui va vraiment lui permettre de saisir toute l'information en question, enfin toute l'alerte, toutes les composants d'alerte en question. On y reviendra plus dans le détail, mais dites-vous que ce module a vraiment vocation à non seulement collecter les alertes, mais aussi les traiter, puisque dès lors qu'on a une alerte qui est reçue dans Wittig, on a une petite interface qui va permettre justement d'accéder au contenu de l'alerte et de voir un petit peu les informations qui y sont rattachées. On va retrouver potentiellement l'exposé des faits, la personne, si elle n'est pas anonyme, on verra qu'on a un module qui permet d'anonymiser, les actions qu'on a peut-être créées ou qui ont été créées automatiquement, un module de discussion et tous les éléments après qui vont pouvoir être chargés en documents, soit des analyses écrites ou des documents à rattacher à l'alerte, et après un petit bouton pour justement aller clôturer l'alerte et prouver effectivement que vous avez bel et bien traité dans les temps, avec les diligences nécessaires, l'alerte en question. On reviendra sur ces différents écrans, mais déjà, en termes de présentation générale, ça permet de comprendre un petit peu la logique qu'on présente dans Wittig. Donc voilà, il y a deux interfaces, notamment une interface qui permet de déposer une alerte et une deuxième interface qui permet à l'organisme de traiter l'alerte. Voilà, différentes fonctionnalités. Donc là, juste pour revenir rapidement à la qualification, parce que vous savez que pour le RGPD, il faut d'abord qualifier les acteurs. Donc l'organisme qui va recevoir l'alerte, il est responsable de traitement. Et ensuite, quand on fait appel à un prestataire comme Wittig qui met à disposition un module, ou même si on fait appel en plus à un avocat pour en fait avoir un accompagnement spécifique pour la gestion d'une alerte en particulier qui est sensible, il va falloir qualifier en fait l'ensemble des acteurs en présence. Donc Wittig a une qualification qui est en tant que sous-traitant aujourd'hui, absolument, voilà. C'est ça. Donc dans ce cas-là, effectivement, il faut que le responsable du traitement, qui est l'organisme, conclue un contrat spécifique avec le prestataire en question. Donc là, ça sera qui prévoit des clauses en particulier, des obligations en particulier. Bien sûr. Et s'il fait appel à un avocat, l'avocat devra aussi se qualifier. Il faudra conclure des contrats pour en fait encadrer la relation. Le prestataire, effectivement, dans ce cas, on serait dans une relation de sous-traitance avec Wittig, par exemple. Il doit avoir mis en œuvre des obligations de sécurité particulières. Wittig a mis des mesures organisationnelles et techniques qui permettent de répondre aux exigences du RGPD. C'est ça, évidemment. L'idée, tu veux que je les cite, peut-être, ce sera allant au bout de la démarche. L'idée, effectivement, évidemment, tout notre environnement de
d'hébergement des données est en France aujourd'hui, que ce soit les données de production ou les sauvegardes. Elles sont évidemment séparées géographiquement. On est chez un prestataire qui s'appelle OVH, qui a des certifications ISO 27001, 27701, etc. Et évidemment, aujourd'hui, on a l'ensemble de données qui sont chiffrées directement dans les serveurs. On pourra évidemment aller plus dans le détail sur ces logiques de sécurité-là, mais l'idée, évidemment, c'est de proposer un outil qui est réalisé, produit en France et dont les données aujourd'hui, Flora le disait, on l'a évoqué en début de séance, parfois avec des données qui sont très sensibles concernant, que ce soit en termes de la qualification de l'alerte en question, on peut avoir des logiques parfois d'harcèlement, de corruption, donc des données qui sont très graves, des soupçons d'infraction, parfois des réelles infractions. Tout ça, évidemment, c'est évident pour nous qu'il fallait les garder en France, en tout cas avec un environnement où on a la main dessus. Donc voilà, dans les grandes lignes là-dessus. Ensuite, pour ce qui est, je reviens aux obligations donc, du responsable de traitement, il faut aussi qu'effectivement, selon le dispositif d'alerte qu'il choisit de mettre en œuvre, il faudra qu'il identifie une base légale. Donc c'est facile. Ce que dit la CNIL dans son référentiel, c'est que selon le dispositif, c'est-à-dire que s'il s'agit d'un dispositif qui est imposé par une réglementation comme la loi Sapin 2, par exemple, ou les dispositifs qui sont intégrés dans le Code du commerce relatif à la loi le devoir de vigilance, lorsque le dispositif d'alerte est mis en œuvre en réponse à une obligation légale, la base légale sera l'obligation légale. Et lorsque c'est un dispositif d'alerte qui est mis en œuvre sur une base volontaire, sur une base éthique, dans ce cas-là, la base légale sera l'intérêt légitime. Donc, il faut bien aussi réfléchir à cet aspect-là de la base légale. L'autre principe et obligation à respecter qui est posé par la RGPD, c'est le principe d'information. Donc les personnes qui sont liées à cette alerte, potentiellement liées à cette alerte, doivent être informées sur différents niveaux à différents moments. Donc c'est avant le déploiement du dispositif d'alerte interne, il faut qu'il y ait une information de l'organisme, donc générale ou individuelle d'ailleurs, mais en tout cas une information délivrée qui donc donne des indications sur l'existence de ce dispositif, sa finalité, les durées de conservation des données, etc., la base légale, etc. Il faut aussi qu'il y ait une information spécifique du lanceur d'alerte qui est délivrée au lanceur d'alerte. Donc là, dans le module, on voit effectivement, voilà, il est placé, cette information elle est placée sur la gauche, c'est ça. De gauche. Donc voilà, là ça permet, on voit aussi que ça facilite le respect du principe de documentation, de fait de conserver, d'avoir des traces écrites de sa conformité, c'est-à-dire que voilà, ici on va bien indiquer toutes les mentions d'information qui sont prévues par le RGPD aux articles 13 et 14. Juste à côté du formulaire de collecte. Et il y a aussi donc des informations qui doivent être délivrées aux personnes qui sont visées par les alertes. Alors là, il y a en fait des obligations particulières. On peut en fait différer le moment où on va informer les personnes qui sont visées dans l'alerte, notamment l'auteur des faits par exemple. On peut le différer jusqu'au moment où il n'y a plus de risque de destruction des preuves notamment. Ensuite, il y a un autre principe qui est très important de respecter, c'est le principe de minimisation. Donc, ce principe, il impose en fait aux organismes de s'assurer qu'ils ne recueillent notamment dans le cadre du dépôt d'alerte que les données qui sont strictement nécessaires à la finalité poursuivie, qui est en fait de porter à sa connaissance des faits qui sont susceptibles de devoir être approfondis et sur lesquels il va falloir enquêter. Donc, pour répondre en fait, pour s'assurer de la conformité de ce principe de minimisation, il va falloir intégrer directement dans le formulaire de collecte de l'alerte des instructions à destination du lanceur d'alerte qui va demander en fait à la personne qui va déposer l'alerte de respecter ce principe de minimisation. Donc, il va falloir indiquer dans le formulaire de collecte que le lanceur d'alerte doit rester factuel, que le contenu qu'il intègre va devoir présenter un lien direct avec l'alerte et que les informations qu'il va délivrer ne doivent porter atteinte à aucun secret qui est couvert par la réglementation, le secret médical, le secret d'avocat, le secret de la défense nationale, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir bien intégrer dans le formulaire. Il y a aussi une possibilité qui est imposée pour certains dispositifs de permettre à l'auteur d'être anonyme. Donc là, on voit dans ces modules-là, il y a une possibilité effectivement que l'auteur... C'est ça, lors du paramétrage du formulaire, on a la possibilité de prévoir ou non, mais à la choix du responsable de traitement, effectivement, si on laisse la possibilité de rester anonyme, évidemment, c'est une recommandation qu'il faut aujourd'hui mettre en place, c'est une obligation qu'il faut pouvoir justement
respectée. Et donc, dès lors que le lanceur d'alerte ou la personne déclarante va cocher cette case, eh bien, on va avoir seulement l'adresse mail qui va être demandée. L'adresse mail est effectivement nécessaire pour non seulement envoyer l'accusé de réception, et aussi, le cas échéant, demander des compléments d'information dans le cadre de l'instruction de l'alerte. Donc, l'adresse mail, encore une fois, le lanceur d'alerte peut renoncer à recevoir cet accusé de réception et à être contacté, mais dès lors, l'adresse mail, pour que, j'ai envie de dire, l'information soit très, assimilée à quelque chose dans Boutique, et évidemment demandée. Alors, le lanceur d'alerte peut toujours, après, évidemment, utiliser une adresse mail temporaire, fictive ou quoi que ce soit, mais c'est un élément important. Et justement, aussi, lorsque le lanceur d'alerte va cocher cette petite case qu'il souhaite rester anonyme, côté responsable de traitement, à aucun moment, les référents en question ne verront dans l'alerte l'adresse mail en question. Si jamais, effectivement, il y a un échange de messages qui est fait notamment via l'interface, on le voit sur la droite, on a une petite messagerie externe qui permet d'entrer en relation d'ailleurs avec cette adresse mail-là, avec ce lanceur d'alerte-là, eh bien l'adresse mail n'apparaîtra pas dans la demande en question. Elle restera, j'ai envie de dire, masquée aux yeux des référents, et même côté boutique, on a des couches de chiffrement supplémentaires là-dessus pour justement s'assurer qu'on n'a évidemment aucune information, dans le pire des cas, qui puisse se fuiter à l'égard de l'identité du lanceur d'alerte. Pour revenir aussi sur les points que tu as évoqués, Flora, le formulaire tel que vous le voyez aujourd'hui est totalement configurable. Les mentions d'information, certes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le contenu sur la gauche, on propose des modèles, certes, mais vous aurez surtout la possibilité de pouvoir modifier l'agencement, le contenu, la longueur, etc., et aussi l'emplacement. Vous avez sur la gauche la possibilité de mettre du texte, vous pouvez en mettre des mentions en bas de formulaire aussi, et comme l'a dit Flora aussi sur l'aspect minimisation, la possibilité de rappeler au lanceur d'alerte qu'il doit effectivement s'assurer que les informations déclarées sont, j'ai envie de dire, strictement pertinentes, strictement objectives, etc. Et donc là aussi, vous avez des mentions que vous pouvez modifier dans le formulaire-là. C'est un formulaire vraiment personnalisable. Il y a, j'ai envie de dire, une template, mais à vous après, j'ai envie de dire, de l'ajuster en fonction de votre sensibilité et du process que vous avez mis en place. Voilà, et juste un mot aussi, toujours sur le principe de minimisation, il faut faire bien attention à deux types de données en particulier, qui sont les données sensibles, ce que l'RGPD désigne comme étant les données sensibles, c'est-à-dire une liste prédéterminée qui sont l'origine ethnique ou prétendument raciale de la personne, les opinions politiques, les convictions religieuses, les données appartenance syndicale, santé, appartenance syndicale, etc. Il y a une liste qui est dans l'article 9. Il faut vraiment faire attention à intégrer en fait une petite mention dans le formulaire qui précise effectivement à la personne qui va déposer l'alerte de ne les mentionner que si c'est strictement nécessaire. La CNIL ne l'interdit pas, ce type de traitement. Donc, on peut recueillir ce type de données. C'est pas non plus interdit. Et aussi, il faut aussi faire attention à mettre une petite information, toujours pour la personne qui va déposer l'alerte, s'agissant des données relatives aux infractions et aux condamnations pénales, qui sont aussi des données très sensibles, entre guillemets, parce que, effectivement, il n'est pas forcément nécessaire de demander à la personne qui va déposer l'alerte, notamment de qualifier pénalement les faits qu'elle reprocherait à la personne qui est visée par l'alerte. Donc l'idée, c'est bien de dire que dans la mention, que la personne peut rester très factuelle, elle peut décrire les faits, par exemple, qui sont susceptibles de démontrer un harcèlement moral. Par exemple, Pierre appelle très souvent Martine dans son bureau plusieurs fois par jour, il lui envoie différents mails, jour, nuit, il l'appelle, etc. Donc on va rester factuel, mais on n'a pas besoin nécessairement de qualifier, parce que qualifier c'est quelque chose de complexe qui demande une compétence particulière au niveau juridique. Donc voilà, c'est pas une contrainte. Et donc bien le rappeler, comme tu le dis, au lanceur d'alerte. Et c'est tout l'intérêt de ces modules, effectivement, de pouvoir de le mettre dans les mentions formuler aussi, formuler en fait les choses de la manière de la façon dont on souhaite le faire, pour que, en tout cas, la personne qui va déposer l'alerte en ait bien connaissance. C'est ça. Ensuite, il y a un point aussi qui est intéressant à noter, c'est que donc le RGPD prévoit une obligation de la possibilité aux personnes qui sont visées dans les alertes de demander un accès en fait aux informations qui sont collectées et qui la concerneraient. Donc tant dans les alertes que au niveau de la gestion de l'alerte. Donc par exemple, s'il y a un rapport d'enquête suite à plusieurs auditions, suite à une enquête interne qui est menée, donc là effectivement l'organisme dans ce cas va devoir rassembler toutes les informations
informations qui concernent la personne qui demande en fait ce droit d'accès. Alors en pratique, on voit quand les informations ne sont pas centralisées, il est assez compliqué pour les organismes en fait de récupérer d'une part dans les boîtes d'email, enfin, c'est un peu, voilà, les informations sont un peu éparpillées, donc c'est assez compliqué. L'intérêt, c'est vrai, d'avoir un outil, c'est que les informations sont centralisées, parce que dans la deuxième interface que tu as montré tout à l'heure, qui est vraiment dédiée à la gestion de l'alerte, en fait, il y a vraiment des fonctionnalités qui permettent à chaque fois de rassembler les emails qui ont été échangés à ce sujet en interne, voilà, donc il y a plusieurs... L'idée, effectivement, c'est qu'on a rattaché toujours, enfin, au module de conformité de manière générale, on a un module dédié à l'exercice de droit dans Wittic, et l'idée, effectivement, c'est que vous pouvez renvoyer, disons, le formulaire d'exercice de droit, enfin, rattacher votre formulaire d'exercice de droit au formulaire de gestion des alertes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans les mentions d'information qu'on trouve sur la gauche, j'ai fait un petit lien qui renvoie vers un formulaire d'exercice de droit Wittic, cette fois, qui a été, encore une fois, créé pour les besoins de la démo, et donc cette personne qui a lancé son alerte et souhaite avoir, même ça peu importe, mais souhaite exercer son droit d'accès, eh bien, pourra accéder au formulaire Wittic qui est dédié à cela. Et dès lors, eh bien, lorsque la personne va remplir sa demande d'exercice de droit, eh bien, elle va atterrir dans Wittic et vous pourrez faire le lien entre l'alerte qui a été initiée le jour J et la demande d'exercice de droit qui a été envoyée 2 jours après, ou quoi que ce soit. Donc, vous avez un lien entre les deux, sachant que le module d'exercice de droit, on retrouve ici, vous savez qu'il y a la même interface à peu près avec la liste de vos différentes demandes d'exercice de droit, et vous pouvez les rattacher potentiellement à des alertes et à des utilisateurs en question. Voilà, je disais que c'est un module clé en main, on a tout le volet et exercice de droit qui est incorporé là-dedans également. Et donc ça facilite en fait le dépôt, l'exercice de la demande de droit d'une part, et d'autre part, ça facilite la récupération des informations qui vont permettre à l'organisme de donner droit en fait à la demande d'exercice des droits. C'est l'idée. Voilà. Et il y a aussi un dernier point, puis après, je pense qu'on va laisser peut-être un peu de temps pour les questions. Donc sur la durée de conservation, vous savez qu'il y a une durée de conservation qui est limitée pour ce type les données à caractère personnel de manière générale. Donc là, la CNIL préconise en fait de conserver les données qui ont servi en fait à les données qui ont été reçues dans le cadre de l'alerte, mais aussi toutes les données qui ont été collectées, par exemple dans le cadre de la gestion, l'analyse de l'alerte, jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit prise sur la personne concernée qui est visée par l'alerte. Donc ça peut être conservé en base active tout ce temps-là. Ensuite, une fois qu'il y a une prise de décision qui a été effectuée, on va la conserver sous forme d'archivage intermédiaire. Et voilà. Et donc ensuite, s'il y a une procédure disciplinaire ou contentieuse, on va pouvoir aussi conserver ces données ensuite tout le long de la procédure ou de la prescription des recours à l'encontre de la décision intervenue. Donc là, c'est pareil, en fait, pour la durée de conservation, le fait d'avoir toutes les données centralisées à un même endroit, ça va faciliter la gestion en fait des durées de conservation des données. C'est l'idée, effectivement, vous avez la possibilité après, le cas échéant, d'archiver vos alertes, de les passer en mode archive ou même de les supprimer, vous avez un petit bouton, et donc l'ensemble des informations qui sont rattachées à l'alerte, que ce soit les messages envoyés, la documentation jointe, les analyses écrites qui auraient été jointes à l'alerte en question, obéiront au même régime. Si vous la supprimez, ça sera supprimé, et si vous archivez, ce sera archivé. Avant, peut-être, si tu voulais ajouter quelque chose, peut-être Laura, avant qu'on passe aux questions, je vais faire un petit exemple concret d'une demande d'une alerte qui serait remontée par Wittic. Effectivement, l'idée, c'est que ce lien vers le formulaire, on le met à disposition des lanceurs d'alerte. Typiquement, ça peut être dans un intranet à disposition des collaborateurs, mais même aussi, de manière générale, sur un site internet externe, disponible pour n'importe quelle personne qui aurait besoin de faire une lanceur d'alerte pour l'organisme en question. Cette personne va donc cliquer sur le lien, ou même recopier le lien en question dans leur navigateur. Donc ils atterrissent sur la page. Moi je vais faire un exemple concret. Alors on est sur un exemple de formulaire, évidemment, encore une fois, il y a plein de manières de rédiger non seulement les mentions, les champs, etc. Là je vous dis encore une fois, on est sur un exemple. Donc je vais mettre mon adresse mail, je vais préciser mon nom de famille, mon prénom et mon nom. Évidemment là je suis sur un exemple où je ne souhaite pas spécialement rester anonyme, mais encore une fois, j'ai la possibilité en cochant la case de le faire, et donc mon adresse mail sera masquée auprès des référents de la société en question. J'ai possibilité ici de rédiger un exposé des faits. Alors par exemple, je vais dire, voilà, j'ai été, témoin d'une altercation entre ma collègue et le, président de la société, peu importe.
je rajoute des éléments toujours très importants, objectifs, hein, sans qualification préalable. L'idée, hein, c'est de mettre que des informations qui sont pertinentes sans qualification. Je peux préciser, là, dans ce formulaire, c'est le cas, préciser si d'autres personnes m'ont aidé pour remonter cette alerte. Je vais pouvoir joindre aussi des documents, que ce soit des preuves, des images, etc., que je peux charger. Et encore une fois, hein, si j'estime qu'elles sont pertinentes, j'ai la possibilité aussi, on le verra, de cocher cette case hein, qui certifie que les informations déclarées sont complètes et exactes. Et surtout, tout ça, hein, encore une fois, c'est logique de cocher une case, de demander une information ou de ne pas le faire. Tout ça, c'est paramétrable au niveau du formulaire. Je pourrais le montrer. Là, je dois cocher cette case. Eh bien, je le fais. Je soumets mon alerte. Dès lors, j'ai une petite infobulle qui me précise en haut que mon alerte a bien été enregistrée. De mon côté, comme je n'ai pas renoncé aux accusés de réception, j'ai reçu une alerte, un mail, sur mon adresse mail de confirmation pour justement me préciser que j'ai bel et bien mon alerte a bien été, disons, reçue. Et côté, j'ai envie de dire, système d'alerte, côté responsable de traitement, eh bien, on retrouve l'alerte à la date d'aujourd'hui, le 22 février. Et comme, évidemment, je suis sur un process qui était un petit peu travaillé, comme on a utilisé un formulaire, eh bien, on a tout un process qui se déclenche automatiquement. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, je retrouve aujourd'hui qu'on a l'information que j'ai déclarée, que j'ai mis l'exposé, il y a mon adresse mail, ça concerne un certain Benjamin Barata. Et on voit qu'ici, on a 3 actions qui ont été rattachées sur cet utilisateur-là. Et en fait, le formulaire, on l'a paramétré de telle manière à ce que dès lors qu'on a une alerte qui va passer par le formulaire, eh bien, en interne, on va avoir X nombre d'acteurs qui vont être notifiés par mail, dans Wittic et par mail, leur informant qu'une nouvelle alerte a été reçue dans le module, et surtout leur préciser qu'est-ce qu'ils doivent faire pour aller au bout de l'alerte. Là, vous voyez 3 exemples d'actions, encore une fois, sur quelque chose de très basique, on est sur un exemple, mais bien potentiellement, première étape, réunir les référents, deuxième étape, instruire l'alerte, et troisième étape, clôturer l'alerte. Alors, très basique, mais évidemment, vous pouvez aller bien plus dans le détail, et j'ai envie de dire, l'idée, c'est de pouvoir bien automatiser la chose pour gagner du temps dès lors qu'on reçoit l'alerte en question. Là, aujourd'hui, première étape, c'est d'analyser la recevabilité. J'ai un petit bandeau en haut. Je vais donc pouvoir le faire, préciser si c'est recevable ou non. Si c'est non recevable, ça va donc directement clôturer l'alerte et envoyer un mail si, pour le coup, l'alerte, le lanceur d'alerte a accès à cette boîte mail toujours, eh bien, il recevra un mail de clôture, mais dans cet exemple-là, je vais effectivement préciser que c'est recevable. Et dès lors, je vais avoir la possibilité ici de réaliser les 3 actions. Actions que je peux compléter, valider. Et une fois que les 3 actions sont complétées, potentiellement, je vais avoir la possibilité, après, d'aller clôturer l'alerte en question. Et un élément qui est important, et Flora, tu le mentionnais, tout le volet, alors sécurité certes, je trouve que ça touche aussi à la minimisation, tout le volet minimisation des données, quand on a une alerte, comme on a des informations sensibles, c'est crucial de pouvoir effectivement travailler le plus rapidement possible sur le traitement d'alerte, mais aussi parfois de partager certaines informations avec d'autres collaborateurs pour faciliter l'instruction d'alerte. Et évidemment, il est crucial que que toutes les informations d'alerte ne soient pas partagées avec l'ensemble des collaborateurs en question. Et donc, on a un petit module qui permet d'ajouter un contributeur. Et lorsqu'on fait cela, on va sélectionner un utilisateur dans Wittic, un de ces 3-là, par exemple, et je vais préciser je veux que cet utilisateur n'ait accès qu'à tel ou tel type d'information. Par exemple, je vais préciser que j'ai besoin d'avoir un retour du collaborateur qui s'appelle Thibaut ici, et je vais préciser effectivement que cet collaborateur aura accès à l'alerte, mais seulement à l'exposé des faits, et pas au reste, pas potentiellement au fichier rattaché, pas à l'identité des personnes qui a été mentionnée, qui a potentiellement aidé le signalement des faits, pas les aides qui ont été prononcées, etc. Tout dépend après comment vous avez paramétré votre formulaire et des champs qui sont disponibles. Mais vous pouvez vraiment cloisonner l'accès à l'alerte. Et ça permet vraiment de respecter cette logique de cloisonnement, de minimisation. Alors, minimisation des données et surtout plus de cloisonnement des accès. J'ai envie de dire de faciliter quand même l'instruction de la demande, de l'alerte, pour justement fluidifier le traitement. Et une fois que vous avez fait cela, vous aurez la possibilité de clôturer l'alerte, et dès lors, l'alerte en question apparaîtra en tant que clôturée directement dans votre liste, et après, en fonction du run et des différentes alertes que vous recevez, vous traiterez au fur et à mesure les alertes en question. Mais encore une fois, deux manières, vous avez donc le formulaire, comme j'ai pu le faire là, il y a quelques secondes, ou alors, vous avez toujours la possibilité de saisir manuellement, vous, en tant que référent, une demande que vous aurez reçue via papier ou via mail. Vous cliquez sur Nouvelle alerte, et là, vous allez saisir l'alerte en question dans Wittic, y attribuer un utilisateur,
créer un plan d'action, etc. L'avantage de passer par un formulaire, c'est d'automatiser la chose. On a évidemment des référents qui seront notifiés automatiquement et un plan d'action qui est créé automatiquement. Voilà. Attendez, Flora, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Pour moi, c'est bon. C'était bon pour toi. Très bien. On va passer peut-être aux questions. N'hésitez pas à écrire dans la zone de chat vos questions. On va directement y répondre. Je vais arrêter le partage de mon écran. Alors, je vois qu'on a différentes questions. Je rentre dans la section questions. Alors, je crois qu'elles sont en ordre. On va passer par celle-là. Alors, première question. Pouvez-vous rappeler que c'est ce qu'est un dispositif d'alerte professionnelle? Pourquoi en faut-il un? Alors, là, il y a différents dispositifs d'alerte professionnelle. Il y en a qui doivent être mis en œuvre en application de la loi Sapin 2. Il y en a d'autres qui sont rendus obligatoires par les dispositions qui sont dans le code de commerce et qui répondent en fait à la loi vigilance. Il y en a d'autres qui sont rendus obligatoires par le code du travail, donc tout ce qui incombe à l'employeur en matière de prévention de la sécurité, de respect de sécurité des salariés. Donc là, il y a pour chaque réglementation, il y a différentes conditions d'application. Donc là, il va falloir aller vérifier dans chaque obligation si vous êtes oui ou non soumis à ces dispositifs. Et il y a d'autres dispositifs d'alerte qu'on appelle éthiques qui sont non obligatoires, mais que l'organisme peut tout à fait proposer à ses collaborateurs. Et donc du coup, dans ces cas-là, ça pose aussi la question de la base légale. Quand le dispositif d'alerte répond en fait à des obligations légales, c'est l'obligation légale, c'est la base légale de l'obligation légale. Et lorsque c'est juste fait sur la base du volontariat, ça sera l'obligation légale, la base légale de l'intérêt légitime. Donc voilà, il y a différents types de dispositifs d'alerte. Donc dans certains cas, il est imposé par la réglementation, sinon il part d'une initiative de l'entreprise, volontariat, qui est aussi récompensé dans un volet éthique, lutte anticorruption, qui est toujours, valorisable, évidemment. Est-ce que le système de gestion des alertes permet de créer différents types d'alertes et de les dissocier et de les cloisonner pour ne garantir l'accès qu'au seul référent? Absolument. L'idée, effectivement, ce que j'ai pu montrer avec le système qui permettait de cloisonner les accès, non seulement on va avoir donc différents types d'alertes, en fonction des différents types, on va pouvoir avoir, des référents différents. En fonction du formulaire qui a été utilisé, notamment, on peut mettre des référents différents en fonction du canal utilisé. Et dès lors, effectivement, si on a besoin d'ouvrir un accès à l'alerte en question, eh bien, on peut ouvrir en globalité ou en partie l'accès à l'alerte en question à un autre collaborateur ou à une collaboratrice en question. Quel est le niveau de sécurité de l'outil? Est-ce que vous dites qu'il y a une visibilité ou un accès aux données collectées et traitées? Alors, niveau de sécurité, effectivement, je peux le mentionner tout à l'heure. Aujourd'hui, notre environnement est hébergé en France, dans notre prestataire OVH qui est certifié ISO 27001, 27701, etc. Je pourrais y revenir là-dessus. On a évidemment un hébergement HDS là-dessus, même s'il n'y a pas forcément de données de santé, peu importe, on a une couche de chiffrement HDS dans l'ensemble de nos data centers là-dessus. Et effectivement, est-ce que vous dites qu'il y a une visibilité ou accès aux données collectées et traitées? Eh bien, non, effectivement, sauf dans le cas où effectivement il y aurait une demande, de support, dans le cadre du service client qui est lié, qui est d'ailleurs effectué par l'équipe CSM que je représente aujourd'hui, sur demande et si besoin, on peut avoir accès aux informations-là. Évidemment, d'un point de vue contractuel, nous on est liés, on pourra évidemment partager autour d'une discussion juridique passionnante les clauses contractuelles de notre DPA, mais l'idée effectivement c'est que ces accès sont encadrés et si on doit y avoir accès, ce sera strictement dans le cadre d'un besoin de support informatique, de support et de bonne utilisation de l'outil. Et voilà, donc là-dessus il y a les garanties adéquates. Une erreur sur la falsification des comptes est une alerte RGPD. Alors, j'imagine qu'une falsification des comptes, ça peut être une alerte qui remonte, pour le coup. Un exemple. Une alerte RGPD. Alors, une falsification des comptes, donc là, ça va être une alerte. Ça peut être une alerte du coup qui peut être effectuée sur la base d'une obligation ou pas. Falsification des comptes, ça peut relever d'une infraction pénale. Est-ce que c'est une alerte RGPD? Non, pas vraiment. En fait, vraiment, le RGPD, si vous voulez, vous avez des alertes professionnelles qui répondent en fait à des obligations légales, c'est ce que je disais, d'autres pas. Mais tous ces dispositifs d'alerte, en fait, ils impliquent nécessairement ce qu'on appelle des traitements de données à caractère personnel, c'est-à-dire
de l'enregistrement ou de l'analyse d'informations qui se rattachent à un individu, et donc, du coup, ce qui a pour conséquence de devoir s'assurer de la conformité du RGPD, de devoir s'assurer que tout ce dispositif d'alerte est conforme au RGPD. Mais le RGPD s'applique à tous les traitements de données à caractère personnel de manière générale, pas qu'aux alertes professionnelles. Suite à une alerte reçue, qui réalise l'enquête pour élucider les circonstances de cette alerte? Quelles sont les autres fonctions qui devraient être impliquées dans cette enquête? Qui décide des mesures à prendre à l'issue de l'enquête? Alors, suite à une alerte, qui réalise l'enquête? Qui réalise l'enquête? Donc, du coup, ça va être l'enquête interne, elle va être d'abord réalisée par l'organisme qui a reçu l'alerte, donc il va faire une enquête. Donc, l'enquête, ça peut impliquer, comme je disais, une collecte d'informations pour vérifier les faits qui sont mentionnés dans l'alerte. Par exemple, on va aller collecter des informations sur l'ordinateur, sur la messagerie de la personne qui est visée par l'alerte, parfois dans son téléphone. Je dis pas que tout est légal RGPD, je dis que c'est des possibilités ouvertes, mais après, à chaque fois, il faut faire une analyse justement de la conformité des collectes avec le RGPD. Et ça peut aussi prendre la forme d'une audition de la personne, donc c'est-à-dire qu'on va la convoquer, on va lui poser des questions. C'est ce qui va se passer. Quelles sont les autres fonctions aussi qui devraient être impliquées? C'est surtout les fonctions, c'est surtout les fonctions compliance. C'est le département compliance en fait de l'organisme qui va se charger de ça. Pourquoi? Parce que ça relève en fait, ça va nécessiter d'avoir des échanges sur des données qui sont quand même très sensibles. La potentialité d'avoir commis une infraction pénale, c'est quand même grave. Donc en général, c'est très confidentiel, c'est très cloisonné. C'est un peu compliance fonctionne un peu dans une bulle. Pour revenir sur la question précédente, effectivement, alerte sur la falsification des comptes, c'était un exemple qui était notamment, effectivement, dans l'alerte que j'avais présentée à l'écran. Mais une erreur, une falsification des comptes, ça peut être effectivement une alerte qui peut être remontée dans le cadre des dispositifs d'alerte. C'est pas une alerte RGPD en soi, là-dessus. C'est vraiment dans le cadre d'une lutte contre, j'ai envie de dire, la prévention, la détection des infractions pénales. Voilà, c'est ça. Plutôt, ça permet mais une falsification des comptes, si un collaborateur ou collaboratrice est témoin d'une falsification de compte, ça fait, j'ai envie de dire, potentiellement un motif légitime. En tout cas, ça fait un bon exemple, j'ai envie de dire, d'alerte qui peut passer par ce canal-là. Dans le cadre d'une infraction, c'est ça, potentiellement dans le cadre d'une infraction pénale. En fonction après de l'enquête, effectivement, mais ça peut être le cas absolument. S'il n'y a pas de département compliance dans l'entreprise, qui est la personne qui peut analyser l'alerte? S'il n'y a pas de département, alors il faut désigner une personne dédiée. Effectivement, il faut que ce soit toujours un même référent. Il faut qu'elle ait les compétences nécessaires, effectivement, pour qu'on puisse justifier de la pertinence de confier cette mission-là à cette personne. Le moins de personnes possible, compte tenu de la sensibilité des informations. Voilà, une personne dédiée, quoi, ou plusieurs si nécessaire. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Quelle est la durée d'archivage? Donc, finalement, on avait différents types de durée de conservation, la durée en base active et la durée en archivage intermédiaire. Et donc, je crois, sur la base active, c'était effectivement le temps de traitement de l'alerte. Le temps de traitement de l'alerte, effectivement. Donc, le temps de prendre une décision sur l'issue de l'alerte. Ensuite, on bascule l'alerte en base d'archivage. Ça va laisser le temps de traiter l'alerte, donc de faire les enquêtes, etc. Et une fois que l'enquête est clôturée, que le traitement de l'alerte dans son ensemble est clôturé, il va y avoir une autre durée de conservation qui va se mettre à courir, qui va correspondre à la durée de, par exemple, s'il y a une procédure de licenciement qui est mise en œuvre suite à, ou disciplinaire, voilà, oui. mise en œuvre suite à cette alerte, ça va être conservé du coup tout le long de la procédure de licenciement ou de sanction disciplinaire, toujours en base d'archivage. Et ensuite, une fois que ces procédures sont terminées, si jamais il y a des recours possibles, alors là, la CNIL ne le dit pas dans ce référentiel, mais si jamais il y a d'autres recours juridictionnels ou contentieux possibles, il faudra allonger un peu, on peut conserver les données un peu plus longtemps, mais simplement, uniquement le temps qui correspond à la prescription du recours en question. C'est un peu compliqué, la question des durées de conservation sur les alertes professionnelles, ça soulève pas mal de questions. Le référentiel CNIL dit beaucoup de choses qui sont spécifiques aux alertes pro, mais en fait, comme je le disais, on peut conserver les données plus longtemps que celles qui sont indiquées dans le référentiel, notamment tant qu'il y a un recours possible de la part de la personne, des personnes d'ailleurs qui figurent dans les alertes, un recours juridictionnel, on peut conserver les données tout le long, en fait, le temps de la prescription légale qui s'applique à ces recours.
En archivage, hein, et archivage, toujours en archivage. Avec puis bon, un ensemble de mesures de sécurité adéquates, évidemment. Est-il obligatoire de proposer de l'anonymat aux lanceurs? Oui, je crois que c'est une obligation pour certains types d'alertes. Oui. Alors, je pense que c'est de toute façon une bonne pratique. C'est une bonne pratique de manière générale. Voilà, c'est une bonne pratique, en tout cas, de laisser la possibilité aux auteurs des alertes de le faire. Est-ce que l'anonymat du lanceur d'alerte va-t-il influer sur la protection dont il doit bénéficier? Qu'il soit anonyme ou non, est-ce qu'on doit plus le protéger? C'est ce que je comprends. C'est-à-dire que si on n'a pas connaissance de son identité, par définition, il n'y a pas besoin de protéger qui que ce soit, puisqu'on ne sait pas qui a lancé l'alerte. Évidemment, l'organisme ne doit pas chercher à tout prix à réidentifier la personne, mais en fait, si c'est correctement anonymisé, et ça doit l'être, absolument. Si la loi impose que l'auteur ait la possibilité de déposer une alerte de manière anonymisée, il faut que ce soit bien anonymisé. Et la vraie anonymisation, elle ne permet pas de réidentifier la personne. C'est ça. Sinon, ça n'est pas de l'anonymisation, c'est ce qu'on appelle de la pseudonymisation. Exactement. Donc, voilà. Donc, si c'est anonymisé, il n'y a pas de raison de le protéger, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Mais effectivement, l'anonymat est quelque chose de vertueux, quelque chose de recommandé là-dessus et qui empêche toute réidentification possible. Donc là-dessus, c'est déjà une bonne protection en soi. L'anonymat, s'il est bien mis en œuvre, c'est la meilleure des protections. La gestion des alertes fait partie du module de base de WITIC, ça fait partie du module éthique, gestion de l'éthique, donc un module à part entière qui comporte notamment d'autres modules, le module registre cadeau invitation et le module de déclaration des intérêts. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres webinars, mais c'est un module à part entière qui couvre ces 3 volets-là, et donc le dispositif d'alerte en fait partie. Si on reçoit la même alerte par un groupe de personnes, est-il obligatoire de procéder à une DPIA, donc j'imagine une analyse d'impact? Alors, l'obligation de faire une analyse d'impact, je pense que ça va bien ça. Oui. Ça n'a pas vraiment de lien en fait avec le nombre de personnes qui déposent les alertes. Alors effectivement, on allait conclure sur ce sujet justement. Oui, c'est vrai, oui, on devait donc ça tombe peut-être bien. Mais effectivement, étant donné que c'est des traitements qui sont, c'est le traitement de données à caractère personnel qui sont nécessairement impliqués dans la réception des alertes professionnelles et leur traitement, effectivement, constitue une bonne raison d'effectuer une analyse d'impact. Peu importe si la même alerte est reçue d'un même groupe de personnes ou pas. En amont, de préférence. Hein, c'est ça, oui. C'est mieux de le faire en amont. Mais dès lors qu'on met en place un dispositif d'alerte, l'analyse d'impact doit être faite préalable, dans le meilleur des cas. Et peu importe si ce fonctionnement, l'alerte, si on reçoit des alertes ou pas, voilà, elle doit avoir été faite. Puisqu'effectivement, on est sur un traitement sensible. Il va forcément des données sensibles déjà en soi, qui est un critère en soi, des personnes vulnérables potentiellement. Si on a des collaborateurs vis-à-vis d'un employeur, c'est une personne vulnérable. On peut avoir un croisement de données, on peut avoir différents critères qui font que l'analyse d'impact est obligatoire. Et là-dessus, on pourra faire un autre webinaire à ce sujet. D'ailleurs, WITIC est doté d'un module d'analyse d'impact. On pourra en reparler aussi si vous le souhaitez. Le fait de qualifier une alerte en acceptable ou non acceptable avant de l'avoir instruite, est-ce vraiment une bonne pratique de gestion des alertes professionnelles? On peut qualifier une alerte, alors c'était en recevable ou non recevable. C'était sur ce niveau-là, c'est prévu aujourd'hui dans le module à part entière. On peut effectivement la qualifier en alerte recevable ou non recevable. Dès lors, je pense que la qualification de recevable ou non recevable, elle permet simplement, j'ai envie de dire, d'évacuer tout de suite tout ce qui pourrait faire l'objet, comme on est là potentiellement sur un formulaire public qui est à disposition des personnes. Parfois, on peut avoir simplement des personnes qui sont trompées, j'ai envie de dire, de canal. Je veux exercer une demande d'exercice de droit RGPD et je me retrouve sur le formulaire Sapin 2, donc je suis pas au bon endroit, ou je veux, je sais pas, remonter une plainte pour X raison, mais qui n'a rien à voir avec un dispositif d'alerte. Le fait de déclarer non recevable tout de suite et de clôturer directement la vente, ça permet, j'ai envie de dire, d'évacuer un petit peu des alertes qui ne sont tout de suite pas forcément, j'ai envie de dire, de but en blanc, hors sujet avec le volet. Dès lors qu'on a le moindre doute, évidemment, on la qualifie en recevable et après on va l'instruire. Mais ce premier niveau permet aussi de filtrer, parce qu'on aussi me proposait nous dans l'outil pour faire un premier filtre et évacuer ce qui est potentiellement indésirable ou totalement hors sujet. Est-ce que votre outil est disponible en plusieurs langues? Absolument, en français certes, en anglais, en allemand,
en espagnol et le formulaire que vous avez vu en italien aussi, pardon. Et le formulaire que vous avez vu, lui aussi, est disponible dans d'autres langues pour que justement, potentiellement, la personne qui va déclarer l'alerte puisse avoir plus de choix de langue et puisse comprendre l'interaction qu'il va avoir avec le formulaire. Mais le reste de l'outil, toute la plateforme de gestion de conformité, d'instruction, de déclaration, etc., elle, voilà, est traduite en anglais, allemand, espagnol, français et italien. Les données sont-elles supprimées automatiquement à la fin de la durée de conservation paramétrée par l'utilisateur? Alors non, aujourd'hui, nous, on ne permet pas encore, mais c'est une évolution qui va arriver, mais pas encore de paramétrer automatiquement une durée de conservation. C'est donc au responsable de traitement, à la société, d'aller supprimer ou archiver en question l'alerte, le ou les alertes en question. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir automatiser cela, que vous puissiez avoir simplement une petite interface qui permet de dire, je sais pas, X années, X mois, X jours après la clôture, après tel ou tel événement, on archive ou on supprime. Vous puissiez, vous, en tant que responsable de traitement, mettre, j'ai envie de dire, les durées de conservation que vous avez fixées, vous, en tant que RT, qui doivent évidemment correspondre à celles qui sont décrites dans le référentiel. Dans les groupes internationaux, est-ce possible de gérer ou enquêter sur les alertes émises en France par les fonctions compliance basées à l'étranger? Déjà, ça fait un transfert potentiellement de données. Ouais, c'est un autre sujet. Effectivement, ça va compliquer un petit peu les choses parce qu'il va falloir, si jamais effectivement il y a ce qu'on appelle un transfert de données. Alors c'est-à-dire un transfert de données, c'est lorsqu'il y a des données qui sont transférées dans des pays autres que l'UE. Donc si ça implique ça, il va falloir encadrer, il faut encadrer ce transfert-là. Donc ça va rendre les choses un peu plus compliquées. Alors j'imagine que c'est un groupe international, donc potentiellement il a mis en place certaines garanties, les fameuses BCR, les Binding Corporate Rules. Donc a priori, les échanges d'informations et de données personnelles entre les filiales de la société sont encadrés, mais c'est encore une fois, c'est à vérifier. Mais pour le coup, après, le fait que ce transfert-là ait lieu, si effectivement le transfert est bel et bien encadré, moi, j'y vois pas spécialement après non, il n'y a pas d'empêchement, d'interdiction. Qu'on peut justifier en fait la nécessité d'impliquer des filiales ou enfin des entités qui sont situées à l'étranger dans ce rôle-là, dans cette mission, dès lors qu'on peut l'expliquer, qu'il y a une justification rationnelle, ça pose pas de difficulté. Et que ce soit fait évidemment avec toutes les mesures de sécurité. Oui, bien sûr, que les transferts soient effectivement encadrés. L'information concernant l'alerte sur un client agressif et menaçant peut-il ensuite être partagé dans un CRM en conformité avec le RGPD? Alors, l'information concernant l'alerte sur un client qui, j'imagine, a un comportement agressif, peut-il ensuite être partagé dans un CRM en conformité avec le RGPD? Alors, partager l'information dans un CRM, je pense peut-être plutôt partager l'alerte, peut-être ce que vous souhaitiez mentionner, mais partager l'information dans un CRM... Non, alors est-ce qu'on peut, par exemple, si on reçoit une alerte sur un client, donc l'alerte indique qu'il y a un certain client qui est agressif, etc. Oui. Et l'idée, c'est d'indiquer ça dans la base client, de l'organisme, et d'indiquer à côté de son nom qu'il est agressif, etc. Non, alors le mot agressif, en fait, il y a une part de subjectivité qu'il vaut mieux éviter par rapport aux obligations RGPD. On peut, de manière générale, inscrire dans le fichier client des choses qui sont factuelles et qui méritent vraiment absolument de mentionner quelque chose sur un client, mais il faut rester factuel. Agressif, c'est déjà très subjectif. On peut mentionner, par exemple, que à telle date, il a tenu tel propos à l'encontre d'eux, voilà, il faut vraiment rester dans le descriptif, sans forcément, c'est pas une qualification. Mais alors, ce qui est pas évident en soi. Oui, bien sûr, ce qui n'est pas évident en soi, et c'est aussi d'où l'enjeu aussi bien de sensibiliser les équipes qui sont amenées à saisir ce genre d'informations-là dans un CRM ou dans n'importe quel champ libre, de pouvoir, j'ai envie de dire, savoir ce qu'ils peuvent noter, ce qu'ils ne peuvent pas noter. Mais faire le lien entre donc une alerte et ce type d'information qui n'est pas, en plus la pertinence et c'est pas absolument nécessaire de transposer ces informations qu'on a reçues dans le cadre d'une alerte dans un CRM. C'est pas absolument nécessaire. Ça peut causer, à mon avis, plus d'ennuis que de bénéfices au sein d'un organisme, surtout avec cette appellation agressive. Donc, non. À mon avis, ça pose un petit souci sur le principe de minimisation. Allez, encore quelques questions et après on fermera, effectivement. Quand une alerte est anonyme, comment est mise en œuvre l'anonymisation d'adresse mail? Quelles mesures pour que la personne ne puisse
pour que personne ne puisse avoir accès. Donc effectivement, lorsque disons la personne coche la petite case je souhaite rester anonyme, le mail en question n'est pas partagé au référent. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur de la société, du responsable de traitement qui a accès à la boutique, ne verra jamais l'adresse mail en question. Nous, de notre côté, elle est consignée en base avec des couches de chiffrement pour justement permettre simplement, s'il y a des accusés de réception ou des mails qui doivent être échangés à travers l'interface, que le mail arrive bel et bien à destination. Mais pour le coup, côté organisme et côté responsable de traitement, l'information n'apparaîtra jamais. Sauf si, effectivement, le lanceur d'alerte la partage volontairement dans un échange de mails. C'est un autre sujet. Mais dans l'interface proposée par Wettic, là-dessus, l'information n'arrive jamais. Et si pas de, alors pour revenir sur le sujet des durées de conservation, je vois que ça revient souvent, si pas de recours prévisible, donc si j'imagine que a priori pas de procédure, enfin la procédure est terminée mais il n'y a pas de recours possible, etc. Donc tout est clos, vous avez mené votre enquête, vous avez apprécié, donc si voilà, vous avez analysé l'alerte, vous considérez, ou alors il y a déjà eu un recours parce que sinon il y a eu des recours, on va dire, les recours sont épuisés, il n'y a plus de recours juridictionnel possible, vous ne pouvez plus garder les données. Si vous n'avez plus, sauf s'il y a une obligation légale qui vous impose de le faire en matière sociale, mais bon, sauf si vous trouvez une obligation légale quelque part de conserver ces données à un titre quelconque, vous ne pouvez plus en fait garder ces données, donc vous devez soit les supprimer, soit les anonymiser. C'est ça. Et encore une fois, l'anonymisation, pour revenir sur ce sujet-là, aucune réidentification ultérieure ne doit être possible. Oui, pour que ce soit une vraie anonymisation, effectivement. Un vrai sujet à part entière, l'anonymisation, évidemment. Donc en fait, la durée de conservation, c'est soit j'ai une finalité, je peux conserver les données pour répondre à la finalité de base, qui était donc la gestion de l'alerte. Une fois que ça c'est terminé, il me faut une nouvelle finalité, un nouvel objectif, et définir ce nouvel objectif, définir une durée de conservation qui correspond à ce nouvel objectif. Quand cet objectif est terminé, si je veux encore conserver les données, il faut que je trouve un nouvel objectif, par exemple répondre à une obligation légale, ou alors me laisser la possibilité de me défendre dans le cadre d'un recours possible, et donc là, je vais conserver les données le temps de la prescription légale. À chaque fois, vous devez trouver une bonne raison de le faire, et plus le temps passe, et plus finalement, il va falloir s'attacher plus à des obligations légales ou à des recours juridictionnels, et ce genre de choses. Très clair. Est-ce que vous aviez d'autres questions? On peut en prendre une dernière si besoin, mais sinon on va doucement clôturer le webinaire. Je vous remercie beaucoup pour l'ensemble des échanges qu'on a eus et l'ensemble des questions. Évidemment, on reste à disposition. Hein, vous recevrez effectivement un petit support de présentation et vous aurez le moyen évidemment de nous contacter le cas échéant. Nous restons aussi à votre disposition pour vous faire une petite démonstration beaucoup plus personnalisée et détaillée de l'outil Wettic sur ce dispositif d'alerte. Et puis si tu voulais peut-être ajouter un petit mot de la fin, Flora. Non, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère avoir été utile. Merci à toi pour ton intervention, c'était très sympa. Et dans ce cas-là, on vous souhaite une très belle journée et surtout à un prochain webinar consacré au domaine de la conformité. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.